Donc voilà, simplement, ce que je vous demanderais, c'est éventuellement d'éteindre vos micros pendant le webinaire. Mais si vous avez des questions à tout moment, n'hésitez pas à renclencher le micro et à prendre la parole. Euh, c'est plus visible pour moi que de passer par le chat. N'hésitez pas, à tout moment, on n'a pas un programme absolument à couvrir aujourd'hui. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut gagner à l'aide de ces méthodes spéciales, à quoi ça peut servir et surtout en termes d'expressivité et en termes de syntaxe, qu'est-ce que ça peut nous amener. Et puis peut-être aussi quelles sont les possibilités avec ces méthodes spéciales. Voilà. Donc, pour pouvoir attaquer efficacement ce webinaire ou pouvoir le suivre efficacement, il faut bien entendu avoir déjà été en contact un peu avec les classes en Python et savoir ce qu'est une méthode et ce que sont des attributs. Une fois qu'on connaît ce qu'est une classe, ce que sont les attributs, ce que sont les méthodes, comment est-ce qu'on les utilise, je pense qu'on peut profiter avantageusement de ce webinaire pour voir comment aller plus loin. Et c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut essayer de simplifier la syntaxe pour essayer de rendre certaines opérations naturelles à écrire ou efficaces à écrire. Et souvent, ce qui s'exprime lisiblement peut également devenir très agréable à programmer. Et c'est l'objectif aujourd'hui, de découvrir ensemble ces possibilités. Alors, ces méthodes spéciales, tout d'abord, à quoi peuvent-elles servir? Alors, en Python, on a de nombreux objets, enfin, comme on le dit fréquemment, tout est objet, et on peut voir que certains objets s'utilisent avec des opérateurs simplifiés qui permettent d'accomplir certaines tâches. En particulier, par exemple, si je veux concaténer deux chaînes, je vais pouvoir typiquement donc utiliser l'opérateur d'addition. Donc Open Classrooms, ok, c'est cool. On utilise l'opérateur d'addition au même titre que l'opérateur d'addition est utilisé pour 3 plus 2 ou que l'opérateur d'addition est utilisé pour 1, 2, 3, 4 plus 5, 6, 7, 8. On va pouvoir former une liste, une seule liste de 8 éléments. Donc on peut voir déjà qu'un opérateur comme l'addition possède des significations différentes lorsqu'on a des objets différents de part et d'autre du signe plus. Quelle serait l'alternative à cette syntaxe? Alors, on pourrait imaginer, effectivement, elles existent, hein, ces alternatives, mais on pourrait très bien imaginer que en chiffres doivent s'additionner en appelant une méthode ajouter ou additionner ou add, par exemple, que deux chaînes de caractères doivent, alors de nouveau, c'est des méthodes fictives, hein, c'est ici, donc doivent se concaténer, par exemple, avec une méthode concat, par exemple, et pareil pour les listes. Alors, ici, de nouveau, en programmation orientée objet, vous seriez totalement libre au moment où vous implémentez une classe représentant un chiffre comme un entier ou représentant ce type de chaîne de caractères ou représentant une liste, d'ajouter des méthodes qui permettent la concaténation, l'addition, n'importe quoi. Donc, finalement, rien ne nous oblige ou rien n'a obligé les créateurs de Python à donner accès finalement à ce type de syntaxe-là et n'a finalement obligé les créateurs de Python à donner le plus pour différentes opérations sur différents types de données. C'est une facilité parce qu'on a considéré à un certain moment qu'il était plus lisible de concaténer différents ensembles ou différentes données avec l'opérateur plus.
OK? Mais si on imagine, par exemple, qu'on a, par exemple, un annuaire téléphonique. Alors, imaginons qu'on a un annuaire téléphonique, donc en objet, qui représente un annuaire téléphonique. Alors, qu'est-ce qu'un annuaire téléphonique? Bien sûr, aujourd'hui, on ne connaît que l'annuaire de notre téléphone portable. Lorsque j'étais jeune, on avait des gros bouquins avec plein de numéros de téléphone de plein de gens différents. C'était fantastique. Et à l'intérieur de ça, donc en annuaire, on peut le voir comme une collection de personnes avec les contacts de chaque personne. Donc, un objet annuaire téléphonique pourrait effectivement être exprimé comme ça. Voilà. Donc, j'ajoute l'objet Thierry dans mon objet annuaire téléphonique. Alors, au même titre que j'aurais pu ajouter avec une méthode add le 3 au 10, on peut aimer cette syntaxe ou on peut préférer une syntaxe différente. Alors, pour certains, on pourrait dire que cette syntaxe différente pourrait être le support de annuaire téléphonique plus Thierry, en annuaire plus une nouvelle personne va ajouter la personne à l'intérieur. Ou alors, on pourrait décider que, de manière assez claire, je pourrais utiliser un opérateur comme ici l'opérateur de décalage pour envoyer Thierry dans l'annuaire téléphonique. Ou alors, on pourrait même faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pourrais supporter également d'envoyer Thierry dans l'annuaire téléphonique dans l'autre sens. Donc, tout ça sont des alternatives à une méthode sur l'annuaire téléphonique qui s'appellerait ajouter ou add et qui me permet d'ajouter mon Thierry ici. Donc, ici, je tiens à insister sur le fait que si on parle des méthodes spéciales aujourd'hui, on n'a aucunement l'obligation d'utiliser des méthodes spéciales en Python pour faire quoi que ce soit d'autre que le constructeur init. Donc, vous n'êtes pas obligé d'implémenter ou d'utiliser ce que vous allez apprendre aujourd'hui, par exemple dans un P3 ou dans un P5. L'idée, c'est de pouvoir fournir une API ou une interface aux classes que vous allez concevoir, agréable pour l'utilisateur. Alors, pour l'instant, vous êtes dans une situation très particulière dans ce parcours parce que souvent, l'utilisateur, c'est vous-même. Donc, si c'est vous-même, vous dites, ben voilà, vous connaissez votre méthode ajoutée, ça vous pose aucun problème ici d'utiliser ajouter. Le tout est d'être convaincu par son interface, parce que si on propose une interface agréable à utiliser à une classe, ça va au final conduire à du code relativement lisible et facile à écrire. Donc, l'idée, c'est de concevoir ces interfaces de manière à ce qu'elles soient faciles à utiliser. Alors parfois, la meilleure solution, la méthode la plus lisible, la méthode la plus facile à utiliser sera simplement d'ajouter une méthode qui fait quelque chose. Ici, on a une méthode qui ajoute un objet à une collection d'objets, par exemple. Mais parfois, les choses pourront éventuellement être plus claires en se faisant de manière transparente. Je prends l'exemple ici de la lecture d'un fichier, par exemple. J'ai créé un petit fichier avec une liste de Pythonistas relativement connus. Et l'idée, c'est de lire ce fichier ligne par ligne. Bien sûr, j'ai 1000 façons de réaliser cette opération. Je pourrais très bien ici aller lire ce fichier avec un WizOpen pythonista.txt. Bon, on va pas être original, as f ici, et puis je pourrais lire le contenu avec f.read. Et puis une fois que j'ai lu le contenu, je pourrais éventuellement splitter ça en ligne, puisque du coup, j'ai des caractères de fin de ligne à chaque fois. Donc, je pourrais le faire en version longue, avec un split ici,
pour découper mon fichier en lignes. Et donc, j'aurai une liste de lignes à cette étape-là. Et puis ensuite, je pourrais éventuellement for line in lines et faire quelque chose. Par exemple, ici, on va simplement afficher la ligne et on va la mettre en majuscule. Voilà. Donc ici, hop. Ben, Rosam Guido, pourquoi est-ce qu'il me le met sur plusieurs lignes? Alors, hop. Pour ton split, il faut que tu splits sur le retour à la ligne. Hop. Voilà, j'ignorais qu'il prenait par défaut également la virgule. Comme quoi, on peut encore en apprendre. Donc ici... Non, c'est l'espace qui est splitté. Yes, ok, autant pour moi. Donc, à ce niveau-là, on a un code qui fonctionne, qui pose aucun problème, mais en fait, en Python, on peut faire bien plus simple. Donc effectivement, ici, par exemple, notre objet file, donc ici, tout est objet, rappelez-vous. Donc ici, nous avons une variable f. Cette variable f va recevoir un objet qui représente un fichier ouvert, et cet objet peut être utilisé directement dans une boucle for. Donc je peux ici directement for line in f, et puis donc faire un print de line. Éventuellement, je peux faire en strip de tout ça parce qu'il y aura des caractères de fin de ligne en fin. Mais j'ai globalement, et puis du coup, je peux même, pour avoir le même comportement, transformer ça en majuscule, et j'ai exactement le même comportement que ici en dessous. De nouveau, rien n'a obligé les concepteurs de Python, par exemple, à décider qu'un fichier comme cet objet f ici pourrait être parcouru ligne par ligne à l'aide d'une boucle for. Ici, on dit que le fichier f est un itérateur ou respecte le protocole d'itération. Ce protocole d'itération met en œuvre ou utilise deux méthodes spéciales pour être utilisé. Donc, c'est une facilité ici. C'est une facilité dont je pourrais éventuellement user si je décide dans mon annuaire téléphonique, par exemple, de dire pour chaque personne, donc for personne in annuaire téléphonique, voilà, et puis je pourrais faire personne point envoyer message. Et puis là, je peux ajouter un petit message par email. Donc, voilà. Donc, finalement, cette facilité dont je dispose ici pour les fichiers ouverts, je pourrais décider d'en user de la même manière pour ma collection de personnes, pour mon annuaire téléphonique. Ça donnerait une syntaxe qui est très facile à programmer, bien sûr, au prix de définir dans la classe annuaire, par exemple, d'user de quelques méthodes spéciales et éventuellement dans la classe personne, ou en tout cas de rendre compatibles ces deux classes. Donc, de nouveau, j'aurais pu très bien faire autrement. J'aurais pu obtenir une liste de personnes, liste, donc simplement je l'appelle personne. Et puis si on programme à l'ancienne, on pourrait annuaire téléphonique, get personne liste, par exemple, et ensuite on pourrait simplement
parcourir cette liste de personnes. Okay. C'est pas beaucoup plus long, de nouveau. Est-ce que c'est plus confortable, moins confortable? Ici, on a peu de gains. On a probablement moins de gains ici que dans le cas du fichier. Dans le fichier, on doit encore le lire. Éventuellement, le fichier, si je peux économiser ces 2 lignes en utilisant directement la méthode readlines. Donc, j'ai des possibilités de raccourcir déjà ce code autrement qu'en utilisant l'itérateur. De nouveau, c'est vous qui allez décider, lorsque vous concevez votre classe et lorsque vous concevez la manière de l'utiliser, d'utiliser des méthodes spéciales. Alors, tout d'abord, on a parlé de méthodes spéciales, on a vu qu'il était possible éventuellement de donner certains comportements à des objets. Comment je sais ce qu'il est possible de faire en Python? Et ici, on peut se rendre directement dans la doc de Python. Alors ici, je suis sur l'interface de cette doc. Et toute la documentation sur les méthodes spéciales va se trouver dans Language Reference. Donc, si je clique sur Language Reference ici et que je vais à la section 3.3, j'ai toute une section qui est dédiée au nom de méthodes spéciales. Donc, si je clique sur les méthodes spéciales ici, je vois qu'il y en a beaucoup. On retrouve le init que vous connaissez bien, qu'on appelle la méthode d'initialisation. Certains l'appellent le constructeur de la classe. Ben, c'est une méthode spéciale comme une autre. New, par exemple, qu'on peut utiliser pour, par exemple, hériter dans une classe dans tup, par exemple, c'est une méthode spéciale. Et ici, vous avez les méthodes spéciales qui sont classées par différents critères. Alors, dans le premier temps, on a les méthodes spéciales les plus courantes, notamment, vous avez certainement l'habitude d'utiliser string. Alors, string, déjà, rien que ça sera quelque chose qu'on peut utiliser à bon escient dans nos programmes, de manière générale. String et repr sont vraiment des méthodes qu'on va utiliser très souvent, par exemple, pour faire qu'un objet, lorsqu'on le passe à la fonction print, puisse s'afficher d'une manière agréable. Qu'est-ce qu'on peut envisager? On voit qu'on a encore des méthodes spéciales qui permettent de supporter les opérateurs que vous connaissez comme plus grand que, plus grand ou égal, égal, non égal, greater than, donc plus grand que, et puis plus grand ou égal. Et vous avez la même chose si vous descendez plus bas pour les concepts par exemple de l'opérateur in pour les boucles for, etc., etc. Donc, le tout, c'est on va pas pouvoir tous les passer en revue, mais on va essayer, dans 2 ou 3 cas, de montrer comment s'utilisent ces différentes méthodes spéciales. Alors, je vais commencer par un cas relativement simple, c'est qu'on va essayer d'implémenter notre annuaire téléphonique et nos personnes, et on va essayer de voir les besoins et qu'est-ce qu'on peut éventuellement utiliser dans ces contextes. Alors, j'aimerais tout d'abord avoir la possibilité d'avoir des objets personnes, et j'aimerais pouvoir, si je fais un print alors on va arrêter je vais arrêter de me prendre moi-même comme exemple. Donc, prenons Guido van Rossum. Donc, si j'ai un objet Guido qui le décrit, j'aimerais que je fais en print Guido. Finalement, il y a les informations qui s'affichent. Également, je voudrais pouvoir tester si Guido est dans mon annuaire téléphonique. Et pour tester si Guido est dans mon annuaire téléphonique, j'aimerais pouvoir utiliser l'opérateur in pour tester l'appartenance de cet objet à cette collection d'objets. Par exemple, ici, j'aimerais également pouvoir utiliser la boucle qui dit for person in annuaire téléphonique. OK? Donc, c'est généralement une très bonne pratique d'essayer d'imaginer qu'est-ce que vous voudriez pouvoir faire avec vos objets dans l'idéal, dans un monde qui serait parfait pour avoir les syntaxes les plus lisibles possibles. Je pourrais également me dire, OK, moi, dans mon annuaire téléphonique, je voudrais avec la syntaxe suivante, par exemple, annuaire
téléphonique, avec une syntaxe comme celle-là, avec hop, C, par exemple, je voudrais obtenir une liste de toutes les personnes dont le nom commence par C. Et puis si je tape ceci, par exemple, je voudrais obtenir automatiquement une liste de toutes les personnes dont le nom commence par Chap. C'est un petit peu comme prendre son carnet téléphonique et aller à la lettre C directement et avoir une liste triée, par exemple. Donc ça peut être une possibilité d'interface. Je voudrais éventuellement pouvoir prendre mon annuaire. Et pourquoi mon annulaire? Aujourd'hui, j'ai de la peine avec ça. Téléphonique. Et pouvoir ajouter Guido dans mon annuaire téléphonique dans un sens comme dans l'autre. Téléphonique, par exemple. On pourrait imaginer également vouloir ajouter nos personnes, notre personne ici, Guido, comme clé dans le dictionnaire. Alors une valeur, Guido, donc créateur de Python. Donc, comment faire pour ajouter Guido en clé dans le dictionnaire, etc., etc. Donc, je peux imaginer différentes situations et rien que sur cet exemple, on voit que ici, je vais pouvoir utiliser la méthode spéciale string, je vais juste les annoter comme ça, string, et ou repr en fonction du contexte. Ici, je vais utiliser la méthode spéciale contains. Voilà, contains. Ici, je vais utiliser le protocole d'itération, à savoir, je vais utiliser la méthode spéciale iter et éventuellement la méthode spéciale next. Ici, je vais éventuellement utiliser la méthode spéciale getItem. Ici, je vais utiliser éventuellement la méthode spéciale. Alors, c'est hop, la mémoire flanche. Donc, du coup, je peux aller regarder dans les opérateurs mathématiques ou autres. Donc, si je descends, alors ici, j'exclus de ma discussion tout ce qui est lié aux descripteurs et aux métaclasses. Ça, c'est éventuellement le sujet d'un autre webinaire. De toute manière, si vous ne savez pas ce que c'est un descripteur ou une métaclasse, c'est probablement mieux de ne pas s'y frotter pour l'instant. Donc voilà, ici les opérateurs que je voudrais, c'est L-Shift et R-Shift. OK, donc à ce niveau-là, hop, ici, alors on est sur un shift vers la gauche, donc ici, hop, L-Shift, et éventuellement là, on a un R-Shift. Donc on voit qu'on peut faire pas mal de choses. Et puis là, alors ici, pour pouvoir être comme objet ici en paramètre dans le dictionnaire, alors je dois définir au minimum ec pour l'égalité et h pour la table de hachage, puisque ceux qui ignorent le fonctionnement d'un dictionnaire, un dictionnaire est ce qu'on appelle dans la plupart des langages une table de hachage et donc utilise un mécanisme lié à la transformation d'un objet vers en entier. C'est un processus qu'on appelle le hachage et c'est le processus qui est mis en œuvre avec cette méthode spéciale hash et avec la méthode hash de Python. Donc, on va essayer de regarder ensemble peut-être rapidement comment ça fonctionne, même si c'est déjà le concept de hachage est quelque chose d'un petit peu plus avancé à ce niveau-là. On verra si on a le temps, parce qu'une heure, ça passe vite. Donc, on va essayer maintenant de travailler là-dessus et de voir comment est-ce que déjà on peut implémenter une classe personne qui s'affiche. Alors, probablement que vous avez des expériences variables avec Python. Pour certains, n'auront pas de problème pour voir comment
ça va fonctionner. Alors, notre classe personne, je vais l'implémenter en français ici, même si je vous encourage de manière générale à utiliser l'anglais. Et on va juste ajouter une méthode, enfin, en constructeur simple, qui prend juste un prénom, en nom, en email, et on va créer ici, donc pour l'instant, en prénom, en nom, de manière général, je ne vais pas forcément encourager à l'usage systématique d'attributs privés, mais ici, on va juste les utiliser privés pour se donner quelques possibilités par la suite. Donc, voilà, 3 attributs pour ma personne et je veux pouvoir l'afficher. Donc, ici, une méthode string qui va retourner une version. Hop. Alors, on va dire qu'il va retourner le prénom. Donc, afficher le prénom. Elle va afficher le nom en majuscule. Self. Point nom en majuscule. Upper. Et ensuite, l'email entre crochets. Self.email. Bien sûr. Hop. Voilà. Pour l'instant, quelque chose de très simple. Guido égale personne. Alors, prénom, Guido, Van Rossum, l'email. Alors, si j'avais pour sûr son email privé, je pourrais résoudre certains problèmes de Python assez facilement. Donc, on va dire que c'est guido@python.org. Et à partir de là, si je fais en print Guido, nous avons directement un affichage correct de notre objet Guido à l'aide de la méthode spéciale string. Premier objectif ici, OK. Donc, arrêtez-moi si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas. Deuxième objectif, ça va être d'implémenter un petit annuaire téléphonique dans lequel je peux ajouter différentes personnes. Et lorsque je regarde si une personne est dans cet annuaire, je vais y avoir ici, par exemple, true ou false en fonction de la présence de l'objet Guido dans l'objet annuaire téléphonique. Alors, créons une classe qui s'appelle annuaire. Alors, j'utilise un constructeur simplement qui va initialiser, donc ici, mes personnes. Je vais stocker mes personnes pour l'instant sous forme d'une liste. Donc, je n'ai pas déterminé que j'avais intérêt à utiliser une autre collection. Et puis, on va ajouter pour l'instant une méthode add, une méthode ajoutée, puisqu'on code en français ici. Allez, hop. Ajouter self, personne, et puis self, personne, .append, puis on ajoute la personne. Alors ici, c'est éventuellement pas terrible de faire comme ça. J'aurais pu essayer de... alors on parlera des dictionnaires ici, mais j'aurais pu me demander, OK, est-ce que la personne est déjà présente dans mon annuaire? Est-ce que je vais l'ajouter 2 fois? Est-ce que ajouter doit gérer les duplicats ou pas? Donc il y a des questions qui peuvent évidemment se poser. Ici, je me concentre vraiment sur la méthode spéciale qui me permettra d'avoir le in à ce niveau-là, avoir cette syntaxe. Maintenant, c'est clair que la classe annuaire sera perfectible. Donc ici, par défaut, je pourrais ajouter 15 fois le même objet, il sera ajouté 15 fois dans mon annuaire et ça va éventuellement me poser des soucis. Donc ici,
OK, donc mon annuaire téléphonique égale annuaire, donc on l'instancie. Et à partir de là, maintenant, on va juste ajouter annuaire téléphonique.ajouter Guido. OK, et puis maintenant, je veux pouvoir tester si Guido est dans mon annuaire. OK, donc pour faire ça, je peux implémenter une méthode qui s'appelle contains. Donc ici, alors je vais enlever le truc de zoom. Dans le data models, je peux rechercher contains. Donc nous avons cette méthode ici, object contains, donc est appelée pour tester pour tester si un objet est membre d'un autre. Et donc retourne vrai si l'item est dans l'objet self. Alors du coup, on peut même directement, si vous avez des hésitations, on peut même copier cette interface-là, contains, hop. Voilà. Donc on ajoute un item. Alors dans notre cas, cet item, c'est on teste si une personne est dans la liste. Et on retourne donc ici, on va tester si cette personne est dans cette liste-là. Alors ici, return self.person in, si personne est dans self.person, cette personne in self.personne au pluriel. Et pour qu'un objet puisse être trouvé à l'intérieur d'une liste, il faut que personne elle-même puisse être comparée à une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire être comparé à une autre personne? Si je crée ici un Guido 2, ok, et que maintenant j'essaie de comparer Guido, est-ce que Guido est égal à Guido 2? Pour l'instant, ces deux objets, malgré le fait qu'ils concernent deux personnes qui ont le même nom et le même email, donc la probabilité qu'il s'agisse de deux personnes différentes est extrêmement faible. Donc malgré le fait qu'elles possèdent le même nom et le même email, Guido égale Guido 2 me dit false. Ok, donc si j'essaye dans ces conditions de voir si mon objet Guido est effectivement à l'intérieur de mon annuaire, j'ai probablement l'impression que ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je dois définir dans personne qu'est-ce que signifie l'égalité entre Guido et Guido 2. Donc ce symbole-là, l'égalité, va être géré par la méthode spéciale EC. Donc je définis l'égalité de mes deux personnes. Donc simplement, ici, de nouveau, l'égalité, on va regarder ce que ça implique. EC, voilà. Donc, je regarde dans la doc, je vois que la signature est celle-là. Vous la copiez si vous ne la connaissez pas par cœur. Et à partir de là, je peux définir l'égalité entre other et self. Alors, savoir si deux objets sont égaux, ça veut dire savoir si nos deux objets personnes ont le même nom, donc, et le même prénom. Alors, est-ce qu'ils ont le même prénom? Donc, est-ce que self.prénom est égal à other.prénom? Ensuite, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'ils ont le même nom? Donc, self.nom est égal à other.nom.
Et ensuite, est-ce qu'ils ont le même email? Self.email égale other.email. Voilà. Donc, si deux personnes, self et other, ont le même prénom et ont le même nom et ont le même email, dans ce cas, c'est la même personne. En tout cas, c'est notre postulat. Donc ici, si j'ai implémenté maintenant cette égalité-là, je peux voir que Guido est égal à Guido2 va me donner true. Donc à partir de maintenant, la méthode contains va rechercher la personne dans la liste des personnes, donc dans cette liste-là, et via la méthode EC, va pouvoir comparer la personne à toutes les personnes qui se situent dans cette liste et me retourner vrai si la personne est contenue dans la liste ou faux sinon. Donc on va regarder si maintenant mon Guido ici fonctionne bien. Donc ici, j'ajoute Guido à mon annuaire téléphonique et je teste. Est-ce que Guido est dans l'annuaire téléphonique? Ça me retourne true. Pour être sûr que ça fonctionne, je vais créer une autre personne. Alors, on va prendre un autre créateur, le créateur de Django, ou un des créateurs de Django, donc Adrian Olovati. Donc, hop. Adrian Olovati, hop. Adrian, alors essayez pas de lui envoyer un mail ce soir, hein, parce que probablement que ça ne fonctionnera pas. Voilà, alors Adrian n'est pas dans mon annuaire téléphonique. Donc maintenant, si je teste si Adrian est dans mon annuaire, ici, donc on a bien l'opérateur in qui permet de tester si cet objet est dans cet objet annuaire et si cette personne est dans mon annuaire, je vois bien que Guido y est, Adrian n'y est pas. C'est probablement plus sympa de le tester avec l'opérateur in que d'ajouter ici une méthode contient Guido comme ceci. Alors après, de nouveau, c'est une histoire de goût personnel. Si vous préférez la syntaxe annuaire téléphonique contient Guido, ça se laisse très bien lire également en français, donc ce n'est pas un problème. À ce niveau-là, vous n'avez aucune nécessité d'aller implémenter la méthode contains. Remarquez, finalement, implémenter contient ou contains, la seule différence que vous avez à ce niveau-là, c'est les deux underscores qui sont avant et après. Je sais que ces deux underscores font souvent assez peur, mais au final, contient ou contains, de votre point de vue, ça ne va pas faire une grande différence. Donc, au niveau de l'implémentation de la méthode, implémenter une méthode contient ou la syntaxe plus courte, ça ne va pas faire une grande différence. C'est à vous de décider si la différence que cela fait au niveau de l'utilisation fait une différence significative ou pas. Si ça apporte rien, n'utilisez pas la méthode spéciale, clairement. Voilà. Donc ici, nous avons atteint deux objectifs ici. Nous avons implémenté l'égalité entre les personnes et nous avons pu tester si notre objet était présent dans notre objet annuaire. Donc, si on reprend nos différents objectifs, ici c'est OK et en plus, l'égalité n'était pas un objectif au tout début, mais il a été géré. OK, maintenant, j'aimerais bien pouvoir éventuellement utiliser une boucle for pour faire des opérations sur mon annuaire. Alors, pour ça, on va commencer juste à ajouter une deuxième personne dans notre annuaire ici. Donc,
on va mettre donc Armin. Et ici, Armin Renacher, le créateur de Flask. Alors, hop. Alors, je sais que le flask.org, je ne sais pas si d'ailleurs il existe, mais c'est pas le site. Et du coup, Armin. Et celui-là, Armin, on va l'ajouter également à notre annuaire téléphonique. Et c'est fait. Donc, du coup, je voudrais créer une opération ici, par exemple, afficher chaque personne qui est dans mon annuaire téléphonique. Et pour ça, j'aimerais utiliser la syntaxe for person in annuaire, comme je l'ai prédit. Puis je vais faire simplement un print de personne ici. Donc, quelque chose de très simple. Pour ça, il faut que j'implémente sur mon annuaire téléphonique ce qu'on appelle le protocole d'itération. Alors, comment fonctionne ce protocole d'itération? Lorsque l'annuaire téléphonique est utilisé dans une boucle for, la première chose qui va être faite, c'est la chose suivante. Alors, si je regarde ici, donc, on va d'abord avoir un itérateur, donc il va y avoir un appel de la fonction iter sur l'annuaire téléphonique. Ça fait appel à la méthode spéciale iter. Ok, ça c'est la première étape dans une boucle for. On obtient un itérateur. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que on va faire en print de next, ou plutôt on va obtenir personne égale next itérateur. Et ensuite, on fait en print de personne. Donc ici, on voit que next, ici, ça fait appel à la méthode spéciale next. Et ensuite, ici, on l'a déjà implémenté plus haut, ça fait appel à la méthode spéciale string. Et ensuite, au deuxième tour de boucle, ces deux étapes seront répétées. OK. Puis au troisième tour de boucle, etc. jusqu'à ce que l'exception stop iteration soit levée. OK. Ça, c'est le protocole, c'est ce qu'on appelle le protocole d'itération. C'est ce qui fait fonctionner notre objet avec une boucle for. Alors, pour que notre annuaire fonctionne avec une boucle for, il faut que la méthode iter de notre annuaire retourne un itérateur. Alors, comment retourner un itérateur? Un itérateur, c'est quelque chose qui possède une méthode next. Ça tombe bien parce que notre annuaire ici utilise pour stocker des personnes une liste. Et une liste possède un itérateur. Pour obtenir l'itérateur d'une liste, il nous suffit d'appeler la fonction iter sur la liste. Alors, essayons ça. Ici, dans annuaire, je vais définir une méthode spéciale iter. D'ailleurs, pour le voir, je peux aller dans ma doc, je fais une recherche iter. Vous voyez qu'en non-clic, vous êtes dessus. Enfin, en non-contrôle F, vous êtes dessus. Vous avez iter. Iter, ici, prend pas de paramètres. Je peux copier une nouvelle fois ça, pour ceux qui n'auraient pas confiance en eux. Voilà.
itère. Donc, itère doit retourner en itérateur. Alors, le plus simple ici, c'est de retourner l'itérateur qui est associé à la liste de personnes. Donc, je retourne itère auquel je passe l'attribut ici, personne. Et donc, itère va retourner en itérateur. Effectivement, il va retourner l'itérateur associé à cette liste-là. Alors, c'est un objet différent. Donc, itère va retourner un objet différent. Mais qu'à cela ne tienne, ici, mon objet annuaire n'est pas obligé de retourner lui-même. Donc, ici, il va retourner l'itérateur de cet objet-là. Et cet itérateur-là implémente déjà la méthode next, puisque une liste peut déjà être utilisée dans une boucle for. Donc, ici, je n'ai pas besoin de moi-même implémenter la méthode next. Donc, on va voir que la simple, ici, définition de itère devrait me permettre de parcourir toutes les personnes qui sont dans mon annuaire. J'exécute ici, j'exécute ici, j'exécute ici mon ajouter, et maintenant, j'essaie de parcourir ici mes différentes personnes. Allons-y, hop, et je vois qu'avec une syntaxe relativement agréable à utiliser, je peux directement donc parcourir toutes les personnes qui se trouvent dans mon annuaire téléphonique. Et ensuite, avec un print de la personne elle-même, de l'objet de type personne, je peux directement avoir un affichage qui correspond à ce que je veux. Donc ici, on voit que au niveau de l'itération, le fait d'avoir simplement ajouté 2 lignes dans mon annuaire me permet d'utiliser mon objet annuaire avec une syntaxe qui est relativement intuitive. Si je traduis en français, c'est pour chaque personne contenue dans mon annuaire téléphonique, afficher la personne. Ici, on voit que Python devient pratiquement du pseudocode exécutable et rend le code relativement simple à écrire, au prix bien sûr de l'utilisation de quelques méthodes ou non barbares au sein de la classe annuaire. Donc, le prix à payer pour avoir du côté utilisateur une syntaxe agréable à utiliser, c'est d'avoir quelques méthodes peut-être moins lisibles du côté de ma classe annuaire. Mais une fois que j'ai compris ce que font ces méthodes, ça va me permettre de gagner en lisibilité dans mon code. Une bibliothèque de classe, je l'implémente une fois, mais je l'utilise potentiellement des centaines de fois. Donc, si j'ai une bibliothèque qui me rend service et qui en plus a une syntaxe agréable à l'utilisation, ça va me permettre de me faciliter le code. C'est notamment avec ce type d'artifice que des bibliothèques ou des frameworks comme Django, par exemple, facilitent la vie de millions de personnes. Donc, ici, on a des outils simples pour ensuite se simplifier la vie, malheureusement, bien sûr, au détriment de peut-être se torturer l'esprit lors de la première année d'apprentissage de Python, puisqu'on a l'impression d'être un peu largué avec ces méthodes spéciales. Donc voilà, on a presque fait le tour de force d'arriver à maintenir le timing tout en permettant de faire déjà pas mal de choses. Alors on a vu le print, on a vu le in, on a vu la possibilité de faire d'utiliser une boucle for pour parcourir un annuaire téléphonique. Alors ici, une chose qu'on peut essayer de voir, c'est par exemple ajouter Guido à un annuaire téléphonique. Ici jusqu'à maintenant, j'ai utilisé la méthode ajouter. Alors, est-ce que ajouter, je peux le faire un peu différemment? Alors, ajouter, ici, finalement, j'ai dit que je voulais utiliser L-Shift. Alors, regardons, CTRL F, L-Shift. Je vois que la syntaxe est la suivante. Je vais pouvoir remplacer mon ajouter ici par L Shift avec une personne va me permettre d'ajouter une personne avec une syntaxe éventuellement simplifiée. De nouveau, ça fera peut-être pas du sens pour tout le monde,
Donc, si ça ne fait pas du sens pour vous, ne le faites pas. Mais ici, je pourrais ainsi directement ajouter mon objet Guido de cette manière-là. Alors, je vais pour l'instant commenter ceci. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça semble fonctionner. Est-ce que Guido est toujours dans mon annuaire téléphonique? Il y est toujours. Est-ce que je peux toujours parcourir tout ça? Oui, alors du coup, pour l'instant, j'ai plus à ajouter Armin. Pourquoi j'ai pas ajouté Armin dans un premier temps? Parce que j'aimerais du coup proposer également la syntaxe inverse. C'est la syntaxe AirShift. Alors, du coup, AirShift, ce serait pour le contraire. J'aimerais ajouter Armin depuis l'autre côté. Est-ce que ça peut se faire? Alors, on regarde. Alors, du coup, c'est plus l'objet annuaire qui est sur la gauche ici, c'est l'objet personne, l'objet de type personne, Armin. Donc, normalement, ce serait lui qui devrait contenir la méthode AirShift ici, donc Shift vers la droite. Alors, regardons si éventuellement il y a une méthode AirShift. Alors, AirShift, c'est si par exemple l'objet personne ici ne possède pas de méthode AirShift, alors on va passer la main à l'autre objet qui se situe sur la droite et on va appeler la méthode AirShift du coup. Cette méthode AirShift utilise exactement la même interface que LShift. On est là, AirShift utilise exactement la même syntaxe que l'autre méthode. Donc, je peux retourner ici où j'ai implémenté LShift, mais plutôt que d'implémenter ici AirShift, je vais implémenter AirShift avec ma personne. OK, et ici, je vais ajouter personne où je peux directement, éventuellement faire appel à self, hop, personne. Puisque j'ai déjà implémenté cette méthode ici, je peux le faire comme ça ici. Et on va tester si tout fonctionne. Alors, évidemment, si je fais, j'introduis des caractères vraiment très spéciaux lors de mes copies-collées, ça ne va pas fonctionner. Donc, même chose ici. Armin, maintenant, est ajouté à mon annuaire téléphonique par l'autre côté. On va regarder si ça fonctionne. Alors, ça semble avoir fonctionné ici. Ici, hop. Et on retrouve Guido et Armin. Je peux voir que je peux envoyer quelque part un objet dans mon annuaire avec des flèches des deux côtés. Ça me donne une syntaxe relativement agréable pour ajouter des éléments dans une collection. J'aurais pu utiliser le plus. Là, j'ai décidé d'utiliser l'opérateur de décalage qui ne fait pas autrement de sens dans mon annuaire téléphonique. Le nouveau, si ça fait du sens pour vous, c'est top. Si ça ne fait pas de sens et que vous préférez une méthode ajoutée, dans ce cas, n'hésitez pas à avoir votre annuaire téléphonique avec une bonne vieille méthode ajoutée, Guido. Guido. Éventuellement, vous pouvez avoir une méthode ajoutée all ou ajoutée pourrait éventuellement contenir la possibilité d'ajouter plusieurs personnes à la fois. Donc, n'hésitez pas avec ça. Ici, je pourrais faire la même chose. Ici, en ajoutant éventuellement en tuple, je pourrais voir si je ne peux pas éventuellement ajouter plusieurs personnes à la fois dans un annuaire téléphonique. Donc, vraiment, ici, on est piloté dans notre utilisation des méthodes spéciales par l'utilisation. Donc, j'ai commencé par décrire ici tout ce que j'aimerais pouvoir faire et on voit que ici, je peux faire pas mal de choses. Ici, OK. Ici, OK. C'est 20h57. Donc, on a passé en revue pas mal de petits exemples. Regardez bien la vidéo si vous voulez de votre côté
pouvoir utiliser ce type de syntaxe. Et si vous voulez bien comprendre ce qu'on a fait aujourd'hui, n'hésitez pas de revenir sur la vidéo, de me contacter en privé si jamais vous avez des questions spécifiques sur l'une ou l'autre des lignes que nous avons apportées. La dernière que je vais faire ici, c'est ici. Mon annuaire téléphonique, je voudrais éventuellement pouvoir rechercher des éléments qui commencent par JAP via cette syntaxe-là. Alors, cette syntaxe-là, elle est appelée avec getItem. Donc ici, getItem ici, on va pouvoir le chercher dans notre documentation. CTRL F, getItem, ici, et getItem, ça permet d'aller rechercher la présence d'une clé à l'intérieur de notre objet, comme s'il s'agissait d'un dictionnaire ou autre chose. Donc, annuaire, getItem, def, getItem, voilà. Donc, on va rechercher une clé. Et cette clé nous permettra d'aller rechercher des personnes. Alors, certainement, la liste ici, c'est vraiment pas le plus efficace pour aller rechercher un sous-ensemble de personnes, mais essayons malgré tout de faire l'effort. Cette clé, donc on va parcourir tout ça. Hop, alors moi je veux pouvoir accéder en lecture, mettons au nom. Donc je vais me créer ici, allez, une property pour pouvoir accéder au nom def name self. Donc là, à ce stade, je présuppose que vous êtes à l'aise avec les mécanismes d'encapsulation. Donc, pas name, mais non. Alors, OK. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir les personnes. Alors du coup, on a un petit code algorithmique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du code algorithmique? On écrit du pseudocode. Donc, pour personne, dans self.person, faire fin pour. Alors, on va d'abord avoir une liste avec nos personnes ici. OK? Donc, si la personne a un nom qui commence par ceci, on va l'ajouter en personne ici. Donc, ici, si personne.nom start with key, et puis la clé, on va pouvoir éventuellement la prendre en lower. Et puis personne.nom.lower, donc on met tout en minuscule pour que la recherche soit indépendante de la casse. Donc si personne.nom.lower.start with key lower, dans ce cas-là, faire enfin si, donc ajouter personne à personne et retourner personne. Alors allons-y. Personne est une liste. For personne in self.person. Ok, on a fini notre boucle for. Si if personne.nom.lower.start with. Ok. Faire. Et à ce moment-là, on va ajouter donc personne.append notre personne. Alors, okay. La liste n'est pas vraiment la structure de données la plus appropriée ici, mais j'ai un algorithme qui fonctionne. Essayons de, enfin,
Essayons déjà de voir s'il fonctionne. Donc, ici, j'ai mes personnes. OK, maintenant, je voudrais parcourir dans la même idée toutes les personnes, for personne, in annuaire téléphonique, et crochet, on va dire, les personnes dont le nom commence par van. Print, personne. Ici, annuaire object, hop, table, ok. Alors, du coup, van, get item. Yes. Probablement un problème d'exécution propre au Jupyter Notebook. Alors, bien sûr, ça c'est pas bon. Ok, là je l'exécute. Après ma modification, là je réexécute l'ajout. Là, l'ajout également. Ici, j'exécute ceci. Mes deux éléments sont là. Maintenant, il devrait être. Donc, maintenant, on n'a pas dans personne d'attribut nom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'appelais name. Voilà. Donc maintenant, on devrait y être. Yes. OK. Donc, j'ai ici une syntaxe qui me permet de trier dans mon annuaire et de voir toutes les personnes dont le nom commence par van. J'aurais, pour tester, tout ce qui commence par H, ici. Ici, hop. Alors, j'ai rien qui commence par H. Par contre, par R, j'ai Armin Renacher et j'ai une sorte d'annuaire téléphonique. Je peux tester également que c'est insensible à la casse. Avec mes lowers, je me suis assuré que la recherche était insensible à la casse. Alors cette recherche, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, j'ai ici des syntaxes avec mon annuaire téléphonique qui sont relativement agréables à utiliser. Et je pourrais m'imaginer développer une application sur la base de ces syntaxes. Quel est le bilan de tout ça? Donc ici, nous avons réussi l'opération et ça ne s'exécute pas. Et nous avons ici effectivement une classe personne avec deux méthodes spéciales et une classe annuaire avec toute une collection de méthodes spéciales qui nous permet de profiter d'éventuellement des propriétés de la liste pour certaines, ou d'une syntaxe similaire à un dictionnaire, ou de pouvoir faire une boucle for, de pouvoir utiliser des opérateurs spéciaux d'addition, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai tenu le timing promis. Ça fait 1 heure qu'on a commencé à discuter ensemble des méthodes spéciales. J'ai pas regardé s'il restait des personnes ici. Si vous êtes intéressé à jouer avec ce Jupyter Notebook, je vous mettrai le lien sur le notebook directement dans la vidéo que je vais uploader ce soir sur YouTube. Est-ce que déjà vous avez de votre côté des questions? Ok, merci à vous également. Merci Thierry. Mais je t'en prie. Voilà, donc si lorsque vous revenez à ce code, je pense surtout aux personnes qui sont plus proches du début du parcours, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et on en discute. De l'autre côté également, j'ai ici joué je dirais, la promotion des méthodes spéciales, mais parfois trop de méthodes spéciales, trop de syntaxe particulière peuvent peut-être nuire à la simplicité du code. Donc de nouveau,
essayez d'utiliser une méthode spéciale lorsque ça fait sens. Si ça ne fait pas de sens pour vous, déjà, lorsque vous essayez d'imaginer quelle interface pourrait avoir votre classe, bah, n'utilisez pas la méthode spéciale. Si par contre, vous voyez que ça peut vraiment amener quelque chose dans l'utilisation, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez décider de le faire. Donc, on peut très bien faire en P3, en P5, en PX, sans utiliser une seule méthode spéciale, peut-être sauf init bien sûr, et peut-être string, donc underscore underscore str underscore underscore, sont des méthodes spéciales que vous allez retrouver partout. Mais les autres, on peut passer une vie sans en avoir besoin, ou on peut en utiliser souvent parce qu'on désire avoir une bibliothèque qui est agréable à utiliser pour nous. Donc à vous d'être le juge de quand ça fait du sens et de quand ça ne fait pas de sens. Voilà, alors c'était le mot de la fin et j'espère que ça aura amélioré un peu votre compréhension de ces méthodes spéciales. Spécial. L'élément fondamental, c'est que vous trouvez tout dans la doc. N'hésitez pas à la consulter. Thierry, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. J'ai peut-être une question par rapport à, tu parlais des frameworks tout à l'heure, par Oui. rapport à Django, est-ce que si on implémente une méthode spéciale, ça peut entrer en conflit avec des méthodes spéciales qui sont déjà implémentées dans le framework? Alors, le seul endroit où il peut y avoir un conflit, c'est si vous héritez d'une classe qui elle-même implémente déjà des méthodes spéciales. Donc, comme toujours avec l'héritage, la bonne pratique lorsqu'on hérite d'une classe et qu'on surcharge une méthode qui existe déjà dans la classe mère, il faut bien sûr utiliser la fonction super et appeler la méthode de la classe mère pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc en général, on va essayer d'ajouter des fonctionnalités à une méthode qu'on surcharge lors d'un héritage que de redéfinir complètement le comportement. De manière générale, j'ai proposé la semaine prochaine de faire un webinaire sur composition contre héritage et de voir que l'héritage est souvent mal utilisé et pas forcément toujours une bonne idée. Donc, du moment qu'on n'utilise pas l'héritage sur une classe de Django qui existe, mais qu'on définit ses propres classes pour ses propres besoins, on n'a aucun risque de faire du mal, quoi que ce soit, à ce niveau-là. Donc, Ok, ça va merci. vraiment dépendre de la situation, mais en principe, si on utilise des choses correctement, il n'y a pas de souci. Je pense au modèle, par exemple. Je crois qu'il y a déjà des méthodes pour faire des prints ou de modèles ou des choses comme ça. Donc, Alors, voilà, après, si on voulait, par exemple, alors on va utiliser STR dans les modèles, par exemple, pour pouvoir faire des prints, notamment à de nombreux endroits dans l'interface d'admin de Django, par exemple, les prints des modèles sont utilisés pour définir ce qui va être affiché sur l'interface. Alors, c'est clair que je ne vais pas redéfinir du coup une méthode string qui m'affiche quelque chose de complètement sans aucun sens, puisque du coup, je vais retrouver cette phrase-là sur l'interface d'administration. Après, du coup, là, en même temps, la sémantique de cette méthode string, c'est d'afficher une phrase qui représente l'objet. Donc, j'ai aucune raison d'utiliser cette méthode spéciale-là pour un comportement qui n'a rien à voir avec la sémantique initiale. Après, donc il faudrait voir vraiment sur un exemple concret, par exemple, à part string sur un modèle, par exemple, je ne vois pas trop, non, mais effectivement. j'y pensais comme ça, juste pour élargir un peu le débat. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite passer une très bonne semaine malgré le contexte particulier. Alors ce contexte particulier me permet de doubler le nombre de webinaires parce que j'ai le temps du coup. Donc jeudi, il y aura un autre webinaire sur le système d'import et de package de Python. Le webinaire sera à 19h le jeudi. Et lundi prochain, ce sera un webinaire sur l'utilisation de PyTest dans les premiers projets du parcours. Donc, l'utilisation de PyTest, par exemple, sur un projet 3 ou sur un projet 5, très tôt dans l'apprentissage, on va voir que
PyTest n'est pas un monstre, n'est pas quelque chose qu'il faut fuir, mais ça peut être quelque chose qui nous amène quelques avantages pour ceux qui n'en ont jamais fait. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne suite de semaine et à tout bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.